Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Hamid Bouchiri. Bonjour c'est Rachid et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, Hamid Bouchiri. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, que vous êtes professeur à l'ESSEC Business School, sciences économiques et commerciales. Et je rappelle également que vous avez été membre de la commission Nouveau modèle de développement qui a été présidée par Chakib Ben Moussa. 3 rounds thématiques avec vous, Hamid Bouchiri. Premier round, une école publique debout, est-ce une utopie ou une ambition réaliste, avec un point d'interrogation, vous nous direz. Deuxième round, état social, ce qui est plus que d'actualité. Est-ce que nous avons les moyens de nos ambitions? Point d'interrogation. Et enfin, troisième round, ce nouveau modèle de développement qui a nécessité beaucoup de travail de terrain, compilation d'un certain nombre de recommandations. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Comme l'a dit un célèbre artiste, que reste-t-il de nos amours, de ce nouveau modèle de développement? Vous nous direz également. Vous nous direz, mais sur le premier round, une école publique debout, utopie ou ambition réaliste? D'avoir une école publique qui soit fonctionnelle et qui réponde aux aspirations à la fois des écoliers, des enfants, mais également des parents. C'est d'abord une nécessité. Et c'est une nécessité qui a été reconnue officiellement, ça fait un quart de siècle, en 1999 précisément, par la commission sur l'enseignement et la formation établie par feu Sa Majesté Hassan II. Et cette commission a produit la charte nationale de l'éducation, qui est toujours d'actualité et qui a été le premier moment où la nation a pris acte de la crise profonde dans laquelle se trouvait notre système éducatif et a formulé un projet extrêmement ambitieux qui reste toujours d'actualité. Pourquoi est-ce que c'est une nécessité? C'est une nécessité parce que, d'abord, notre système de formation, au sens très large, absorbe 20 à 25% du budget général de l'État. Et donc, il est absolument indispensable que la nation cherche à obtenir un retour sur cet investissement-là. C'est-à-dire sur le budget général, en fait, le budget dédié au ministère de l'Éducation nationale, je vois qu'il est en augmentation d'ailleurs, on est à 70 milliards, vous dites qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement sur cet argent public qui est dispatché chaque année. Mais j'ai envie de vous dire, Hamid Bouchiri, que en fait, le commun des mortels, et pas que d'ailleurs, est complètement perdu. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on nous dit qu'aujourd'hui, il y a des promesses politiques en disant, voilà, on va tout faire pour remettre l'école publique au centre du village, comme on dit parfois un peu vulgairement, une école privée qui gagne du terrain, quand on parle de rénovation, Chakib Ben Moussa d'ailleurs, que vous avez largement côtoyé au niveau de la commission Nouveau modèle de développement, pilote depuis plus de 2 ans maintenant pratiquement, cette rénovation en fait, du système éducatif, mais on a l'impression qu'on ne sait pas si l'objectif c'est de remettre l'école publique debout, si c'est de faire en sorte d'avoir une offre éducative globale, publique et privée, qui puisse répondre aux aspirations des citoyens et des citoyennes, on est complètement perdu. Est-ce que pour vous, le focus doit être fait sur rénover l'école publique, faire en sorte d'avoir une école privée qui réponde aussi à des besoins, ou d'avoir une offre globale, éducative, qui puisse répondre à tous les besoins? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas le même combat. Non, l'ambition clairement formulée dans la vision stratégique 2015-2030, qui a été un exercice un peu de révision de la Charte nationale de 1999, cette vision stratégique qui ensuite a donné lieu à un texte législatif, la loi cadre 51-17 votée en 2019, l'ambition là-dedans est très clairement celle de remettre l'école publique debout, comme vous dites. Donc c'est ça en fait. Voilà. Est-ce que ça c'est possible, Hamid Bouchiri, vous qui connaissez très bien ce sujet, ce secteur, je rappelle, vous siégez au Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, est-ce que ça c'est possible de dire aujourd'hui, et d'être crédible d'ailleurs, en disant l'école debout, l'école publique marocaine peut être debout? Non, c'est possible. Alors, il y a des conditions. Il y a une condition financière. Comme j'ai dit, l'État investit massivement et augmente d'année en année l'effort financier consacré à l'école publique. Ensuite, est-ce que c'est la solution, ça? Non, mais c'est une condition nécessaire. Est-ce que le fait d'augmenter les budgets d'année en année au niveau de l'école, je crois qu'ils veulent atteindre 86 milliards de dirhams au niveau du budget de l'éducation nationale, est-ce que c'est la solution? Parce que Fawzi Larja s'était exprimé il y a quelques temps là-dessus, en disant voilà, on a multiplié le coefficient par exponentiel du budget de l'éducation nationale, et force est de reconnaître que malheureusement, les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous au niveau scolaire. L'investissement financier est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il m'est arrivé, à certains moments, de dire qu'il ne faut pas mettre un dirham de plus dans l'institution, dans le système de formation au sens large, avant de le remettre
à plat. Donc ça ne sert à rien, vous dites, de faire des rallonges budgétaires annuelles au niveau du ministère de l'Éducation nationale, tant qu'on n'a pas réglé le problème de fond. Ça peut aider, mais ça ne peut pas se substituer aux réformes de fond. Aujourd'hui, pour revenir un petit peu au contexte général, ça fait 8 ans que la vision stratégique 2015-2030 a été publiée. Ça fait 4 ans que la loi cadre 51-17, très ambitieuse, qui a annoncé, qui a consacré cet objectif de mise en place d'une madrasa jedida, d'une école nouvelle, madrasa maghribiya jedida. Donc c'est clairement annoncé dans la loi cadre. Le moment est venu pour nous, justement, de nous poser la question, sommes-nous toujours confiants dans notre capacité à réaliser cette ambition d'une école marocaine nouvelle? Quelles sont les nouvelle, est-ce qu'une école nouvelle, une école publique nouvelle, est-ce que c'est une école publique de qualité? Est-ce que c'est ça que ça veut dire concrètement aussi? C'est dans la loi cadre, c'est dans la vision stratégique et dans la loi cadre, c'est une école de qualité pour tous. C'est une école de qualité pour tous. Gratuite? Une école publique gratuite pour tous. Ça, c'est l'ambition qui est dans la loi cadre et qui est... Est-ce qu'elle est réaliste, cette ambition, Hamidou Bouchiri? Alors, c'est pas à moi de répondre à la question. Mais selon c'est vous, au législateur. Vous qui avez une expertise avérée là-dessus, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, on est en 2023, effectivement, cette rénovation de façon du système éducatif va courir dans le temps, elle s'inscrit sur le long terme, mais est-ce que c'est possible d'avoir une école publique de qualité, sachant que vous considérez que les Marocains aujourd'hui ont perdu espoir? Non, mais il n'y a aucune raison, que les Marocains soient incapables de réformer et de donner un nouveau souffle à leur école. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous serions génétiquement incapables de nous réformer? Non, je ne veux pas y croire. En revanche, la vraie question aujourd'hui est de savoir si cette ambition qui a été actée dans une loi cadre, votée pratiquement par la totalité des députés, à l'exception de cadres, est-ce que cette ambition est toujours à notre portée? Est-ce que nous sommes confiants dans notre capacité à la réaliser? Et auquel cas nous continuons dans cette voie-là. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? On a vu une sortie d'ailleurs du président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique qui s'est montré un peu critique à l'égard de la ligne directrice prise par Chakib Ben Moussa pour la rénovation du système éducatif. Voilà. Et après, refaire un peu marche arrière et rétropédalage, un petit peu là en disant qu'ils se montrent optimistes. En fait, les Marocains regardent ça, observent un petit peu tout ça, ils sont, je vous avoue, un peu perdus. Le président du Conseil supérieur a résumé un avis du Conseil sur le projet de loi 59-21 relatif à l'enseignement scolaire. Le président du Conseil supérieur ne s'est pas exprimé et ne peut pas, et s'interdit, comme les membres du Conseil, s'interdit de s'exprimer sur la politique mise en œuvre par l'exécutif. Les instances constitutionnelles, chacune est dans son rôle. Non, le président s'est exprimé sur un projet de loi qui a donné lieu à un avis et qui a été publié. Et je reviens un peu à la question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes toujours convaincus de ce projet d'une école nouvelle marocaine et de notre capacité à le réaliser, ou alors on se dit que c'est trop ambitieux pour nous, nous n'avons pas les moyens pour ça. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que ça ne serait pas beaucoup plus sage, Hamidou Bouchiri, de se dire, voilà, effectivement, on n'a pas forcément les moyens de nos ambitions, et de cette ambition-là, de mettre une école publique debout et de chercher ce qui s'est fait dans le monde. J'ai la chance de vous avoir en plus aujourd'hui sur le ring, l'ODJ et TV Radio, parce que vous avez, je ne vais pas dire vous êtes globe-trotteur, en tout cas vous avez sillonné pas mal de pays dans le monde, vous avez exercé des responsabilités en tant que professeur, en tant qu'enseignant, vous avez dirigé des business schools, je crois même, y compris dans des pays asiatiques, je crois la Corée. Voilà. Et il y a des pays comme l'Inde aussi qui ont trouvé des modèles, en fait, alternatifs, partenariat public-privé, sans opposer l'école publique à l'école privée. Est-ce que valeur aujourd'hui, si on veut remettre l'école debout au sens large, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt prendre cette troisième voie? Alors, le tiers secteur, la troisième voie, c'est ce qu'on appelle le tiers secteur. C'est essentiellement le secteur privé habitement lucratif, qui joue effectivement un rôle très important dans des systèmes éducatifs dans le monde, pas seulement. Alors, en Corée, c'est au niveau de l'enseignement supérieur. En France, le secteur privé fait partie du paysage à tous les étages. Donc la cohabitation entre secteur public et privé est tout à fait normale et naturelle dans beaucoup de pays. Et chez nous, d'ailleurs, dans la loi cadre, il est acté, il y a un article 41, je crois, qui dit très clairement que le secteur privé est partenaire du secteur public et qu'à ce titre-là, il a le droit, a priori, à des incitations publiques de toutes sortes. C'est-à-dire des subventions, des dans aides dans le cadre d'un contrat stratégique, d'un partenaire stratégique avec l'État, qu'on n'a pas encore vu. Est-ce que ça peut être un début de solution, Hamidou Bouchiri? Parce que je veux dire, je ne perds pas espoir de la rénovation de l'école publique qui est initiée par Chakib Ben Moussa, une fois de plus, que vous connaissez très bien. Mais est-ce qu'à un moment, il ne faut pas faire un arrêt sur image
se poser, se dire voilà, il y a un modèle alternatif qu'il faut absolument trouver, que des pays ont trouvé, comme l'Inde d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait aussi, avec nos coexistences, aussi des langues, parce que nous, on bute chaque fois. On a vu la généralisation de l'anglais et de la mazir qui est prévue dans les prochaines rentrées scolaires. Voilà, nous, chaque fois, on bute et on bug sur des choses. Et la réalité, elle est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a des classements internationaux au niveau d'évaluation des systèmes éducatifs et de la réussite scolaire, on est toujours dans les bas-fonds du classement. Oui. Non, alors sur l'Inde, moi j'ai un avis très différent dont on pourrait parler si on a le temps. Je reviens au Maroc. Aujourd'hui, nous avons une volonté politique forte qui a été exprimée et confirmée par des allocations de ressources. Il y a des feuilles de route de différents ministères concernés qui portent cette ambition-là de réforme. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est de mettre l'appareil organisationnel, de mettre à la hauteur de cette ambition-là. Et moi, la question vraiment majeure que je me pose aujourd'hui, en fait, j'en ai trois qui sont pour moi des conditions nécessaires de la réforme. Première question, avons-nous vraiment les appareils organisationnels? C'est-à-dire les organisations, les structures régionales, régionalisées, les académies nationales, les structures centrales, régionales, locales, etc. Avons-nous la bonne architecture institutionnelle aujourd'hui? Architecture physique ou architecture humaine? Humaine, organisationnelle. Oui. Humaine, organisationnelle. Le corps enseignant, le corps dirigeant, le corps dirigeant, et puis les règles de fonctionnement. Si vous posez cette interrogation, peut-être que Hamid Bouchiri, ça voudrait dire que vous n'êtes pas convaincu qu'on les ait et que si on n'a pas tout ce capital humain pour rénover l'école, ça ne marchera pas. J'aimerais être convaincu du contraire, mais pour moi, aujourd'hui, c'est une question majeure. Qui reste en suspens. Et vous n'avez pas de... en suspens. Deuxième question, c'est la capacité d'absorption de l'économie. On ne peut pas réformer et redonner l'espoir, réinjecter l'espoir dans l'école publique si on n'a pas un marché du travail dynamique qui est capable d'absorber les diplômés. Or, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de la création d'emplois, malheureusement, on est très très loin du compte. Comment voulez-vous motiver des jeunes à étudier, à exceller dans les études, s'ils voient que leur frère aîné ou leur sœur aînée ou leur a des problèmes de débouchés. De débouchés. Donc c'est systémique. On ne peut pas réformer l'institution éducative sans porter un projet global de développement du pays. Et puis troisième condition, c'est une condition sociale. C'est est-ce que la société marocaine aujourd'hui, est-ce que les Marocains croient toujours dans l'école publique? Ils ont perdu espoir. Ou est-ce qu'ils se sont complètement détournés de l'école publique et qu'ils se disent, bon, on s'en lave les mains, ça n'est plus notre problème, qu'ils se débrouillent entre eux. Moi, si j'ai un minimum de moyens, je mets mes enfants ailleurs. Donc, si la société se détourne de l'école publique... Est-ce que c'est déjà le cas? C'est déjà le cas. Il faut remobiliser la société autour de son école. Juste dernière question avant de passer au deuxième round. Peut-être que vous n'avez pas, involontairement, certainement d'ailleurs, parlé de la coexistence des différentes langues d'apprentissage. Ouais. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, et ce n'est pas vous que je vais le dire, qui ont réglé ça. C'est une affaire réglée. Chez nous, c'est toujours pas une affaire réglée. Malgré les récentes annonces de la généralisation de la mazir, la généralisation aussi de l'anglais à partir du collège, il y a la langue française, il y a la langue arabe qui est là. Donc, c'est toujours pas réglé. Donc, du coup, est-ce que là aussi, on peut ambitionner de mettre une école publique debout tant que cette équation linguistique de langue d'apprentissage n'est pas réglée? Je vais m'exprimer à titre personnel. Sur cette question, peut-être affirmer quelque chose de fort pour cela. La question linguistique, c'est la mauvaise question chez nous. Notre question, c'est une question de confusion culturelle identitaire. Notre problème n'est pas linguistique. Notre problème est culturel identitaire. Donc, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc c'est plus profond, là c'est métaphysique. Là. Qui sommes-nous? Où sont nos référentiels? J'ai vécu dans des pays qui n'ont absolument aucun nœud linguistique dans leur cerveau. En Corée, on fonctionne en coréen, on apprend en coréen, on travaille en coréen, on fait de la science en coréen, on fait de la technologie en coréen. Ils sont très faibles d'ailleurs en anglais, très très faibles en général, et ils n'ont aucun problème avec leur langue nationale. Si on peut embrasser la modernité avec la langue coréenne ou avec la langue japonaise, japonaise qui est un mélange de chinois et de japonais, ou même en vietnamien. Donc la langue c'est un faux débat, mais en tout cas c'est un problème, une problématique, une équation qu'il faut régler chez nous. Autrement on ne pourra pas avancer, me semble-t-il. Mais c'est une équation culturelle identitaire. D'accord. Dont la question linguistique n'est que la face émergée de l'iceberg. Donc faisons appel peut-être aux anthropologues et aux sociologues de notre pays pour essayer de trouver un début de solution à cette équation en tout cas. Oui. Deuxième round avec vous, Hamid Bouchiri, État social.
centralité de l'exécutif qui est aux responsabilités depuis 18 mois, volonté au plus haut sommet de l'État. Ça transpire d'ailleurs dans le projet de loi de finances 2024 où les hypothèses ont déjà été présentées par le gouvernement dirigé par Aziz Rnouch. État social, a-t-on les moyens de nos ambitions aussi à ce niveau-là? Donc on a parlé des ambitions d'avoir une école publique debout, mais est-ce qu'on a les moyens de mettre en place un État social durable? Et vous me permettrez de redire à nouveau que c'est une nécessité parce que sinon c'est quand même la stabilité du pays qui est en jeu. Donc ce n'est pas un choix. Maintenant, est-ce que nous avons les moyens? Les moyens, pour moi, il y a deux leviers sur lesquels il faut agir en même temps. Il y a un levier qui va permettre de réduire le coût, la facture de cet État social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par la création d'emplois, par la formalisation des emplois. Si on a de plus en plus de Marocains employés, déclarés à la CNSS, qui ont accès à l'assurance, plus de richesses créées, ils ont accès à la couverture sociale, etc. Ben, c'est autant de Marocains qui n'auront pas besoin du filet social. Donc vous êtes en train de dire, là c'est peut-être l'économiste qui parle aussi, Hamid Bouchiri, vous dites il y a une approche et une dimension économique d'abord voilà, dans l'État social. D'abord par la création de richesses, parce que c'est la création de richesses qui va permettre de contenir le coût. Ensuite, il faut augmenter les ressources. On diminue les coûts et on essaie d'augmenter les ressources. Comment on augmente les ressources? Encore une fois, c'est par la production de richesses et par la réforme fiscale. Il y a dans le nouveau modèle de développement un projet de réforme fiscale qui part juste du constat qu'on a aujourd'hui un énorme problème de rentrée fiscale. Oui, il y a un potentiel fiscal qui est évalué autour de 100 milliards de dirhams. Voilà. Mais il y a une loi cadre aussi sur la fiscalité. Vous avez fait référence, Hamid Bouchiri, à l'existence réelle d'ailleurs d'une loi cadre sur l'éducation et sur l'enseignement, sur la fiscalité. Il y a aussi une loi cadre qui a démarré d'ailleurs en 2021 sur 5 ans. Et là, pour l'instant, on n'a pas vu les fruits. Donc vous dites, cet État social, s'il n'y a pas la réforme de la TVA, suite aussi aux recommandations et l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, il faut la recommandation du nouveau modèle de développement. Élargir les cotisants, élargir les contributions. Voilà, c'est réduire la pression et élargir l'assiette. Réduire les taux, élargir l'assiette. Mais là, c'est extrêmement compliqué. Vous l'avez vu l'an dernier, lorsqu'il a fallu élargir avec les professions libérales, les robes noires, les avocats, les médecins et autres, ça a traîné des pieds. Personne n'aime payer. Personne n'aime payer plus. Il ne peut pas y avoir l'État social, vous dites, si ceux qui doivent s'acquitter de l'impôt, on appelle ça la citoyenneté fiscale d'ailleurs, ne s'acquittent pas de l'impôt dû. Voilà. J'ai écrit il y a quelque temps dans un autre média un article que j'ai titré « Réconcilier les Marocains avec l'impôt ». C'est encore culturel. Chez nous, nous n'avons pas encore compris, nous n'avons pas intériorisé encore l'importance et l'utilité de l'impôt. L'impôt est une importation du protectorat qui était imposé sur la société marocaine. C'est une institution récente, étrangère, c'est un corps étranger. Et la culture marocaine n'a pas réussi encore à s'approprier ce concept de l'impôt. Du coup, ne le payent que ceux qui ne peuvent pas faire autrement. En tout cas, concrètement, vous dites État social attend les moyens de nos ambitions. On peut avoir les moyens de nos ambitions si chacun d'entre nous prend conscience et s'acquitte de l'impôt dû. Voilà. On augmente la taille du gâteau et on améliore la charge, sauf que la répartition de la charge. Quelque part dans l'esprit d'un certain nombre, voire une majorité de nos concitoyennes et concitoyens, vous avez fait référence d'ailleurs à l'école. L'école publique est gratuite, mais elle n'est pas de qualité. Donc du coup, j'envoie mes enfants à l'école privée. Donc à quoi bon, si je m'acquitte de l'impôt, qu'est-ce que j'ai comme contrepartie? Absolument. Donc aujourd'hui, est-ce que ça, est-ce que ça au niveau de la santé, est-ce que vis-à-vis de l'État social, vous considérez qu'il n'y a pas un vrai danger aussi, une vraie menace de résistance à payer l'impôt dû, parce que absence de contrepartie, ou en tout cas pas de contrepartie qui soit suffisante? C'est pour ça que l'amélioration des services publics, l'amélioration de la qualité des services publics est une condition nécessaire aussi. Parce que si je paie des impôts et qu'en retour je n'ai rien, et que je dois encore payer pour avoir accès à des services de santé ou d'éducation ou autre, pourquoi je paie des impôts? Alors, ce que nous sommes en train de dire ici, en fait, nous sommes en train de dire qu'un pays est un système complexe et qu'on ne peut pas parler d'une brique ou d'une composante du système en ignorant les autres. Et c'était l'esprit du nouveau modèle de développement. C'est une approche systémique du pays et une construction, c'est une architecture systémique. Nous n'avons pas mis le focus sur une dimension ou une autre,
Nous avons dit qu'un pays, c'est multidimensionnel. Il faut avoir une approche globale. Ça veut dire, Une approche globale. est-ce que ça veut dire du coup, Hamid Bouchiri, qu'il ne peut pas y avoir de réussite, en tout cas, dans la mise en place de l'État social, s'il n'y a pas une approche aussi, à la fois administration, le fonctionnement des services publics, d'avoir une école publique aussi de qualité, donc avoir tout un écosystème en fait. Et une économie créatrice de richesse. Voilà, autrement il ne peut pas y avoir l'État social. Ben non. Comment voulez-vous faire si vous ne créez pas plus de richesse, si nous stagnons au niveau du PIB que nous avons aujourd'hui? Il faut que nous restions quand même, que nous soyons toujours conscients que nous avons un PIB par habitant extrêmement faible et que la moyenne est très faible et la répartition du PIB est très inégale. Si nous n'arrivons pas à augmenter significativement le PIB et à égaliser la distribution du PIB, vous ne pourrez aller nulle part. Nulle part. Donc il y a quand même à la base une équation à résoudre qui est l'équation de l'accélération de création de richesse. Donc vous dites-vous, pour l'État social, de toute façon, l'enjeu, il est avant tout économique. Ah ben d'abord. D'abord, il faut penser à l'économie et avant de penser au social. Clinton disait « It's the economy stupid ». À la base, c'est toujours l'économie. C'est là où on crée, c'est par l'économie qu'on crée des richesses. Et ensuite, ces richesses, on peut les faire fructifier dans différents domaines, y compris l'État social, à condition d'avoir des services efficients pour ça aussi. C'est ce qui ressortait d'ailleurs une des recommandations principales d'ailleurs et majeures du nouveau modèle de développement, parce que je rappelle, vous avez été membre, d'ailleurs on va glisser au troisième round, sur l'État fort. Parce que au départ, quand c'était exprimé par Cheikh Ben Moussa et vous-même et toute l'équipe, l'État fort pour vous, c'est un État social, il faut que ce soit un État fort d'abord. C'est ça? Un État fort et une société forte. C'est quoi un État fort? C'est un État qui a une capacité, d'abord une capacité même intellectuelle, à penser et à guider le pays. Ensuite, c'est un État qui prend ses responsabilités, qui prend des décisions, qui prend des engagements et qui assume ses responsabilités. Quand on vote des lois, y compris des lois cadres, c'est un État qui est capable et qui a le courage de les implémenter, de les appliquer, de les évaluer. Et puis en face, une société forte, parce que si vous avez une société faible, ça veut dire quoi? C'est une société où il n'y a pas d'initiative. Donc il faut une société où il y a des acteurs qui portent des projets, qui portent des initiatives. Société dynamique dans son ensemble. Voilà. Et les deux vont ensemble. Ce n'est pas l'un contre l'autre, comme traditionnellement on le pense. Il ne peut pas y avoir l'État social sans un État économique, donc avec une économie forte. Et il ne peut pas y avoir surtout l'État social sans un État fort et une société forte. Et une société forte. Troisième round avec vous, Hamid Bouchiri, nouveau modèle de développement. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous êtes nostalgique, ça fait Non. plus de 2 ans bientôt que les recommandations ont été remises au plus haut sommet de l'État, au chef de l'État. On a l'impression que ça traîne des pieds. Depuis que Cheikh Ben Moussa a été nommé depuis octobre 2021 ministre en charge de l'éducation nationale et des sports. Mais vous qui pendant pratiquement 2 ans, vous et vos autres collègues de l'équipe qui avaient crapahuté sur le terrain et toutes les régions, quasiment toutes les régions du Maroc, qui avaient consulté des milliers et des milliers et des milliers de personnes, qui avaient travaillé aussi pour compiler des dizaines et des dizaines de recommandations. Est-ce que vous êtes un homme frustré ou pas aujourd'hui, Hamid Bouchiri, quand vous voyez que les recommandations sont toujours rangées dans un carton? Non, moi je ne pense pas ça en termes de satisfait ou frustré. Moi je suis réaliste et je me rappelle de la mission, je me rappelle du mandat que Sa Majesté a fixé à la Commission. La Commission est une instance consultative, ad hoc, temporaire, une mission temporaire consultative. Et il a été très clairement dit que les recommandations de la Commission n'avaient pas force de loi. Donc c'est une ressource en fait, parce que nous sommes dans un système constitutionnel. Mais c'est quand même fou d'avoir laissé de la matière grise pendant plus d'1 an et demi travailler, compiler des recommandations et se dire aujourd'hui, c'est que du consultatif, et bien limite, celui qui veut s'en servir, il s'en sert, celui qui ne veut pas les utiliser, il ne les utilise pas. C'est plus que du consultatif. Moi je vois, et je vous dirai pourquoi je suis réaliste et optimiste, mais posons-nous la question de à quoi sert le nouveau modèle de développement? À quoi ça sert? Pour moi, ça sert. Et ça remplit 3 fonctions. Il y a une première fonction, qui est une fonction que j'appelle moi cognitive. Ça, c'est une Bible. C'est une Bible de référence sur le pays. On a besoin de voir l'état du pays dans tel ou tel domaine et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. C'est une ressource cognitive. Après, le nouveau modèle de développement, c'est aussi une ressource morale. Ce n'est pas une force de loi. Le nouveau modèle de développement, ce n'est pas un texte de loi, mais comme il a été commandité et reçu
solennellement par le chef de l'État, il a quand même une force morale. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que le nouveau modèle de développement est complètement oublié. On ne peut pas dire qu'il est entièrement. Est-ce que vous auriez aimé, vous, Hamid Bouchiri, en tant que membre de cette commission, membre actif de cette commission Nouveau Modèle de Développement, qu'il y ait des choses qui auraient pu, voilà, que dans les politiques publiques qui sont menées depuis à peu près 2 ans aujourd'hui par l'exécutif, qu'il y ait des choses qui soient implémentées. Il y a des choses qui ont été annoncées, il y a eu des orientations royales qui n'ont pas été mises en œuvre. Et là, il faut vraiment qu'on interpelle les responsables sur ce plan-là. Sa Majesté a annoncé une réforme du Haut Conseil, le Haut Commissariat au Plan, le Haut Conseil, pour en faire l'organe de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement. C'est une orientation royale explicite qui n'a pas été mise en œuvre. Et il faut absolument continuer à interpeller le gouvernement, parce que c'est lui qui a l'initiative des projets de loi. Il faut continuer à l'interpeller sur ce registre-là. Donc là, il y a un travail à faire et qui doit être fait. Et il est toujours temps de le faire. Et les orientations royales ne sont pas caduques. Et par rapport à ce qui ressort aussi de ce nouveau modèle de développement en termes de recommandations, être sur un train de croissance d'au moins 6% pour créer suffisamment de richesses pour financer aussi différentes politiques publiques et de la politique sociale et des dispositifs sociaux, on voit qu'on va être très très loin de ces 6%, ce niveau de croissance en tout cas, ne serait-ce que dans un horizon sur 4 ans, même si je crois que le nouveau modèle de développement parlait sur un horizon 2030. 2035. Donc on est mal parti pour atteindre ce niveau de croissance. Est-ce que pour vous là-dessus, oui aussi, il y a des choses et des outils, des instruments qui figurent dans les recommandations qui ne sont pas utilisés et qui portent un préjudice et qui impactent négativement notre économie et nos populations? Alors, sur le taux de croissance, il est à la fois la résultante de phénomènes économiques qui parfois nous échappent dans l'économie mondiale, mais il est aussi le produit d'une volonté. Je reviendrai là-dessus. Ce qui me paraît important et sur lequel nous n'avons pas encore fait ne serait-ce que les premiers pas et qui sont indispensables à la réforme de la manière dont le pays fonctionne, c'est la mise en œuvre des principes du nouveau paradigme qui est contenu dans le nouveau modèle de développement, le nouveau paradigme d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques. Moi, j'invite toujours mes concitoyens à lire le chapitre 2 de la partie 2 du nouveau modèle de développement, qui est absolument essentiel et qui consiste à dire qu'on ne peut plus continuer à faire tourner le pays comme on le fait. Mais est-ce qu'on ne continue pas à le faire là, je pense depuis 2 ans sur le comment, depuis les recommandations en tout cas. Sur le comment, je suis obligé de constater qu'il y a un déficit et que nous n'avons pas encore changé de logiciel de fonctionnement de l'État. Mais je parle de logiciel parce que c'est vraiment... Donc vous parlez de mindset, de la manière quel état d'esprit a-t-on pour pouvoir impulser le changement? Et ce changement d'état d'esprit et de manière de faire, il est potentiellement créateur de richesse et il peut contribuer à la croissance. Parce que le sous-titre du nouveau modèle de développement, si vous permettez cela, le sous-titre du nouveau modèle de développement, c'était libérer les énergies. Pourquoi on a choisi ce titre-là? C'est parce que nous avons constaté que globalement, notre pays a énormément de potentiel, mais que ses acteurs sont entravés. Menottés. Donc le nouveau modèle de développement dit il faut libérer les énergies, il faut enlever les menottes. Dernière petite question là-dessus, Hamid Bouchiri, par rapport à ce 3e round, je rappelle, nouveau modèle de développement, que reste-t-il de nos amours ou que reste-t-il des recommandations? Il y a un pacte national qui avait été mis en place avec la volonté de voir chaque parti politique, parce que c'est important, parce que c'est porté par les partis politiques qui sont aux responsabilités ou dans l'opposition, en tout cas, au travers d'un débat constructif et dynamique, de signer. Il n'a pas été signé. Il n'a pas été signé. Est-ce que tant que ce pacte national pour le développement, pour être complet, tant qu'il n'a pas été signé, il n'engage aucunement les formations politiques, qu'elles soient aux responsabilités ou pas d'ailleurs. Mais surtout celles qui sont aux responsabilités. C'est pour ça qu'il faut à la fois interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre de l'orientation royale concernant la réforme du Haut Commissariat au Plan pour en faire l'outil de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du nouveau modèle. Et il faut interpeller les responsables politiques qui ont tous fait semblant d'adhérer au nouveau modèle de développement. Moi, je dis faire semblant, c'est peut-être un procès d'intention, mais je l'assume. Et quand il a fallu signer le pacte national de développement qui a été préparé, auquel d'ailleurs ils ont été invités par Sa Majesté, ils ne l'ont pas fait.
pourquoi ils ne l'ont pas fait, et il est encore temps de le faire. Il est encore temps de le faire, parce que le nouveau modèle de développement, c'est l'horizon 2035. Nous ne sommes que dans les 2 premières années finalement de mise en œuvre partielle, hein, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des références au nouveau modèle de développement. Même le chef du gouvernement y a fait référence dans son discours de politique générale au Parlement. Il y a des ministères qui... Mais quand on voit le pilotage des politiques publiques, on ne voit pas grand-chose. Voilà. On ne voit pas beaucoup de texture, en tout cas, des recommandations de nouveau modèle de développement. C'est le problème majeur. Dernière question, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Non, je suis optimiste parce que je vois un pays, moi ça fait 40 ans que je suis passé de l'autre côté. Je dois dire quand même que sur ces 40 ans-là, le pays a beaucoup avancé. Et c'était d'ailleurs le constat aussi de la Commission sur le modèle de développement. Et nous avons encore des domaines où il y a du travail à faire, mais nous sommes capables de le faire. Les Marocains ne sont pas moins intelligents ou plus idiots que d'autres peuples. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de donner à notre pays cet élan-là? La Corée du Sud l'a fait, pourquoi pas le Maroc? C'est ça que vous voulez dire? Mais bien sûr, et ils sont partis de plus loin que nous. Merci en tout cas infiniment à vous, Hamid Bouchiri. Je rappelle membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, professeur à l'ESSEC Business School, sciences économiques et commerciales. Et je rappelle également ancien et ex-membre de la commission Nouveau Modèle Développement. Merci à vous. Merci, Rachid. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci pour votre accueil. Merci bien.